Celui que nous recevons aujourd'hui pour vous, mesdames et messieurs, est un acteur politique ivoirien et un agro-industriel influent. Il est d'ailleurs le plus grand employeur du secteur privé en Côte d'Ivoire. Après avoir été de 2002 à 2012 président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, il fut ensuite ministre en charge du commerce de 2012 à 2017. Mais en 2017, il sort avec fracas du gouvernement, rejoint le PDCI RDA, dont le fondateur, vous le savez bien, est l'illustre et feu ancien président ivoirien Henri Konan Bédié. Depuis octobre 2024, j'y arrive, il dévoile ses ambitions, celle donc de briguer la magistrature suprême au nom du PDCI RDA, ce parti perçu aujourd'hui comme le plus grand parti d'opposition en Côte d'Ivoire. Monsieur Jean-Louis Billon, bonsoir. Bonsoir. Et merci de nous recevoir ici à Abidjan. Merci. Alors, les Ivoiriens choisiront en octobre prochain celui ou celle qui présidera aux destinées de leur pays pour les 5 prochaines années. Et c'est un secret de polichinelle. Vous estimez être le plus digne de prétendre à ce choix au sein de votre formation politique, le PDCI-RDA, dont le président Tidjane Thiam est pourtant perçu par plus d'un comme le candidat naturel à aller donc à cette magistrature suprême. Dites-nous, ne pensez-vous pas que passer par une élection primaire avant donc de désigner le candidat du PDCI-RDA pourrait porter un coup à l'unité si tant prôné par l'ancien président Henri Konan Bédié? Merci. Alors bon, il faut que je corrige certaines choses que quand vous parlez du PDCI Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le PDCI, c'est en 1946 qu'il est né. Bien sûr. Avec Félix Houphouët-Boigny, pas avec Henri Konan Bédié. Ah oui. Donc c'est avec Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance de Côte d'Ivoire. Ah oui. Et l'autre chose que je dois corriger, ce n'est pas en 2024 que j'ai annoncé ma candidature, mais en 2021. Déjà. Donc, en 2021, certains ont jugé que c'était tôt. Oui, bon, mais ça a été fait. On a eu vent de cela. Et je l'ai répété à maintes reprises. Donc, je n'apparais pas comme quelqu'un de nouveau dans la candidature. C'est tout ce qui vient après qui est nouveau. Et puis, vous parlez de primaire et de candidat naturel. C'est justement ça, la modernité que je prône. C'est que un président de parti ne doit pas forcément être candidat. On vient de terminer avec l'élection présidentielle aux États-Unis. Oui. Ce n'est pas le président du parti qui était candidat. Absolument. Le parti doit laisser une compétition ouverte avec plusieurs, et même susciter un nombre de candidatures importants, de sorte que pas seulement les militants, mais les électeurs en général, les Ivoiriens regardent le programme des uns et des autres et se disent, celui-là pourrait faire notre affaire et c'est celui-là que le parti va pousser. C'est ça la modernité. Mais quand on reste dans la dictature des partis, on se retrouve peut-être à faire des mauvais choix. C'est pour ça que si on avait poursuivi tout de suite en faisant le 13e congrès, ce sont des sujets qui allaient être mis sur la table. On était d'accord avec le président Henri Konan Bédié pour justement partir dans ce sens. Pourquoi? Parce que lui s'est rendu compte que une chose est d'être président du parti quand vous êtes président de la République, et c'est une toute autre chose quand vous n'êtes pas au pouvoir de diriger un parti. Donc, il faut arriver à gérer le parti, le maintenir et laisser d'autres partir au combat politique et vous ramener la victoire. Alors, justement, quand vous parlez de dictature des partis, d'aucuns disent qu'en Afrique, que le continent n'est pas encore prêt pour la démocratie, d'où justement cette dictature au sein des formations politiques et même au niveau parfois même des États-nations. Et dans ce contexte tropical, donc, quand on parle de primaire, cela se fait effectivement dans les pays occidentaux. Est-ce que nos pays africains en général, y compris la Côte d'Ivoire,
les militants sont vraiment prêts à comprendre que ces élections primaires sont justement pour crédibiliser davantage le candidat et non pour semer la discorde au sein du parti. Je vais vous dire, il faut regarder ce qui fonctionne et non pas ce qui ne fonctionne pas. Le Ghana voisin organise tous les 4 ans des primaires, aussi bien dans le parti de droite que dans le parti de gauche. Ouais. Et ça fonctionne très bien. C'est très souvent ceux qui ont cette logique de conservation de pouvoir qui freinent des cas de fer pour ne pas que l'on change de manière de faire. Mais dire que nous ne sommes pas prêts pour la démocratie, c'est complètement faux. Il n'y a pas plus prêt que les pays africains pour la démocratie. Ce sont les dirigeants qui ne sont pas forcément prêts pour la démocratie réelle. Mais nous aspirons tous à cela. Monsieur Billon, merci pour donc cette clarification de vision. Vous venez d'effectuer la semaine dernière seulement, une tournée dans le sud du pays. Vous êtes allé à la rencontre des populations. Alors, à chaud, puisque vous avez fini la tournée samedi dernier seulement, aujourd'hui nous sommes lundi, à chaud comme ça, quel est le bilan que vous faites déjà de cette tournée? Alors, je dirais qu'il y a beaucoup d'attentes. J'étais dans un milieu qui est très paysan, planteur, rural, et les attentes restent les mêmes. Il peut y avoir des spécificités dans telle ou telle circonscription, mais globalement, les attentes du monde agricole restent les mêmes. Un meilleur prix pour les produits agricoles, et surtout, ce qui ne se fait pas suffisamment, l'entretien des pistes et un retour sur leur contribution à l'économie nationale. J'étais dans le sud Komwe, c'est une région où il y a de nombreuses plantations de café, de cacao, d'EVA, de palmiers, de manioc, d'ananas. Donc c'est une région qui est riche et qui contribue énormément. Mais il faudrait que cette région reçoive en retour un développement proportionnel à ce qu'elle apporte au pays. Même s'il y a une solidarité nationale, les contributeurs ne doivent quand même pas être déshabillés totalement pour habiller quelqu'un d'autre. Donc c'est la principale attente et je dirais que ce sont des attentes légitimes. D'accord. Vous entamez ainsi donc une sorte de pré-campagne, si on peut ainsi le dire. Admettons que cette pré-campagne vous réussisse, que les primaires vous réussissent, que vous allez à l'élection présidentielle et vous êtes élu président. Quelles sont les principales réformes dans le secteur économique que vous engagerez? Bon, vous savez, moi j'ai toujours prôné plus de liberté. Liberté d'expression, liberté de parole, liberté de réunion, plus de justice et d'équité. Et quand vous avez tout cela, vous avez plus de liberté d'entreprendre. Donc c'est l'entrepreneuriat qu'il faut favoriser au travers de ces libertés-là. Et faire en sorte que vous ne soyez pas bridé dans votre entreprise, que l'administration ne soit pas un frein à l'épanouissement de l'entreprise, que la fiscalité ne soit pas un frein, mais qu'elle soit incitative à l'investissement, au réinvestissement. Donc, ce sont des mesures qui vont faire en sorte que les acteurs économiques doivent avoir plus facilement accès au financement, faire en sorte que le système bancaire lui-même soit au service du monde économique et que les taux soient favorables et que l'équipement ait des taux favorables aussi. C'est extrêmement frustrant pour un acteur économique de regarder ce qui se fait ailleurs dans le monde et de ne pas pouvoir en bénéficier chez soi. Nous sommes un monde global, en compétition, et nous devons faire en sorte que nous-mêmes, nous soyons suffisamment armés et qu'on n'envie pas le reste du monde, mais que ça se déroule également chez nous. C'est ça que je promets au monde économique. Le monde économique sera protégé, il sera soutenu, il sera accompagné, il sera plus compétitif, et je tiens le pari de pouvoir réduire la pression fiscale et augmenter les recettes fiscales en même temps. Alors, nous espérons que cela tombe dans de bonnes oreilles et que cela puisse porter ses fruits. Mais dites-nous toujours,
Jean-Louis Billon, président, quelle place serait-il accordé à la jeunesse? C'est essentiel. Aujourd'hui, toute la bataille politique, économique et sociale doit être orientée vers la jeunesse. D'abord, c'est l'avenir. Ensuite, c'est elle qui est laissée pour compte. Elle est au bord de la route, en train d'essayer de trouver une voie de sortie en dehors du pays, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'opportunités. Donc, tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est dans le sens de favoriser la création d'entreprises, de sorte que ces jeunes n'aient pas à aller courir l'aventure à l'extérieur pour trouver réponse à leurs préoccupations. C'est ici que ça doit se faire. Les jeunes doivent pouvoir trouver des emplois, doivent pouvoir se construire, s'épanouir et avoir tout l'environnement le plus favorable à la jeunesse pour que cette jeunesse réussisse. Et je le dis, la Côte d'Ivoire, pour les jeunes, ne doit pas être seulement une terre d'espérance, mais une véritable terre d'opportunité. Merci, Monsieur Billon. Parlons à présent géostratégie et sécurité, si vous voulez. Le président Alassane Ouattara, lors de ses vœux à la nation, a annoncé le retrait des Français de la base militaire de Port-Boué d'ici fin janvier 2025. On y est presque. Mais déjà, que pensez-vous de cette décision? Moi, je dirais qu'elle était inévitable, elle était attendue même. C'est une vieille relation que nous avons avec la France et notamment avec l'armée française, mais avoir un accord militaire et une présence militaire, c'est deux choses différentes. Ah oui. On peut rester des alliés sans pour autant avoir une présence militaire sur son sol. Donc c'est ce qui se fait naturellement aujourd'hui. Je dirais que c'était attendu. Donc, vous ne prônez pas une rupture brutale, définitive, comme un peu les pays de l'AES? Mais nous ne sommes pas les pays de l'AES. D'ailleurs, géographiquement, nous n'appartenons pas au Sahel. Oui. Ensuite, nous sommes ouverts sur le monde et nous multiplions nos partenaires. Nous n'avons pas. Et mieux c'est pour nous. Oui. Mais est-ce à dire donc que Jean-Louis Billon, président, la politique de la Côte d'Ivoire vis-à-vis de la métropole française resterait pareil à l'état actuel des choses? Bah déjà, quand vous dites métropole, ça me gêne. Pour nous, pour moi, c'est pas notre métropole. Nous sommes indépendants. Et Jean-Louis Billon est d'abord un acteur économique, oui, qui est dans le monde économique. Donc, quel sera le deal le plus favorable pour la Côte d'Ivoire? C'est la Côte d'Ivoire et les Ivoiriens d'abord. oui. Donc, si j'ai un meilleur deal avec un Turc, un Américain, un Espagnol, un Portugais, enfin, pourquoi pas? Vous savez, toutes ces nations ont des avantages compétitifs. Les Français sont forts dans certains domaines, pas dans tous les domaines. Les Américains sont forts dans certains domaines, pas dans tous les domaines. Donc c'est à nous de savoir, comme un bon industriel qui monte une ligne de construction, il sait choisir les meilleures machines à chaque étape. Ouais. Okay. D'accord. Nous allons parler. C'est du pragmatisme pur. C'est bien compris. Parlons à présent d'un sujet international pour clore cet entretien. Aux États-Unis d'Amérique, Donald Trump a entamé donc son nouveau mandat présidentiel. Et vous n'êtes pas sans connaître l'homme avec ses convictions conservationnistes, nationalistes, un observateur averti de la chose politique ici en Afrique. Que pensez-vous que les chefs d'État africains devraient avoir comme posture vis-à-vis des États-Unis pour tout au moins les 4 prochaines années? Alors, c'est pas inconnu. Trump a déjà été président, donc nous l'avons pratiqué, nous l'avons vécu. Ce que nous devons retenir, c'est que il ne faut pas attendre une quelconque aide, un quelconque soutien. Il faut savoir se débrouiller soi-même. Nous devons être également nationalistes, nous-mêmes protectionnistes pour nos économies, et ce nationalisme économique que Trump prône, moi je le prône pour les Ivoiriens. L'Ivoirien d'abord, et c'est également la politique que je prône.
faisons la même chose. Il n'y a pas de raison que nous, comme on dit en Côte d'Ivoire, on se vende moins cher alors que nous connaissons notre valeur. Voilà, c'est ça. Donc, Trump défend les États-Unis, apprenons à défendre la Côte d'Ivoire, et moi je défendrai la Côte d'Ivoire, apprenons à défendre l'Afrique, et que chacun défende son pays et les siens. Ah oui. Merci, Monsieur Jean-Louis Billon. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous pendant ces quelques instants. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes à la fin donc de Point d'ombre, l'émission qui, nous espérons, une fois encore, vous aura amené au-delà de l'actualité. Bonsoir chez vous.